Pendant plus de 20 ans, un homme a défini la télévision dominicale française. Il s'appelait Jacques Martin, charmant, vif d'esprit, cultivé et apparemment intouchable. Il était le visage souriant autour duquel les familles se réunissaient, l'homme qui transformait des après-midi ordinaires en événements nationaux. Pourtant, derrière cette chaleur se cachait une autre histoire, celle de cicatrices émotionnelles, d'humiliation et d'un lent déclin. L'homme qui avait fait rire des millions de personnes a passé ses dernières années dans le silence, regardant le monde qu'il avait bâti continuer sans lui. Lorsque Jacques Martin est mort en 2007, les hommages ont évoqué son génie, son élégance et son humour. Peu ont mentionné la solitude qu'il avait consumée ou la douleur qu'il avait suivie de son enfance jusqu'à son dernier souffle. Sa vie fut une trajectoire extraordinaire, des scènes de théâtre et de la gloire télévisuelle à la trahison, la maladie et l'exil. Derrière chaque éclat de rire qu'il provoquait, il y avait une tristesse dont il ne s'est jamais échappé. Ce n'est pas une histoire de télévision. C'est une histoire sur ce que la célébrité ne peut pas guérir. Celle d'un homme qui a conquis toute une époque pour se retrouver seul à la fin. Le parcours de Jacques Martin fut celui d'un éclat de génie assombri par le désespoir, un rappel tragique que les applaudissements ne signifient pas toujours l'amour, et que la reconnaissance n'est pas la paix. Une enfance façonnée par la peur. Jacques-Claude Martin est né le 22 juin 1933 dans le 4e arrondissement de Lyon, en France, au sein d'une famille bourgeoise qui semblait respectable. Son père, Johannes Martin, était à la fois industriel et musicien talentueux, capable de jouer de 7 instruments. Sa mère, Germaine Ducerf, provenait d'une lignée culinaire renommée. Son propre père, Johannes Ducerf, avait été le chef personnel du tsar Nicolas II de Russie avant de diriger le célèbre restaurant lyonnais l'Universel. De l'extérieur, tout semblait annoncer une vie de confort et de culture. Mais derrière les portes closes de leur maison, l'atmosphère était lourde de tension et de silence. Johannes était revenu de la Première Guerre mondiale profondément marqué. Les tranchées lui avaient volé non seulement sa jeunesse, mais aussi sa santé mentale. Comme beaucoup d'anciens soldats, il souffrait de ce que l'on appellerait aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique, mais qu'à l'époque, on considérait comme une simple mélancolie. Hanté par les souvenirs de la mort et de la violence, il chercha refuge dans l'alcool. Au début, cela apaisait sa douleur. Bientôt, cela le dévora. Lorsqu'il n'avait plus de quoi acheter de l'alcool, il buvait tout ce qui brûlait, du parfum, de l'eau de Cologne, voire de l'eau de toilette. Sa déchéance fut lente, honteuse et publique. Jacques, impuissant, regardait son père autrefois brillant se détruire peu à peu, et lorsque Johannes mourut de ses excès, le garçon fut laissé seul avec sa tristesse et sa honte. Cette mort marqua la première fissure dans son jeune cœur. Sa mère se remaria peu de temps après et donna naissance à un autre fils. Jacques se sentit remplacé. Il avait soif d'affection, mais Germaine restait distante, élégante, froide, incapable de tendresse. Des années plus tard, il avouera avoir passé toute son enfance à attendre que sa mère lui dise « Je t'aime ». Ces mots ne vinrent jamais. En 1939, alors que la guerre éclatait à nouveau en Europe, Jacques, âgé de seulement 5 ans, fut envoyé dans un pensionnat jésuite. L'établissement était strict, austère et dépourvu de toute douceur. Les prêtres valorisaient l'obéissance plus que la compassion. Les punitions étaient constantes, la solitude, une habitude. Ce furent des années de bagne, dira-t-il plus tard. J'ai connu l'univers concentrationnaire dès l'enfance. Dans cette institution froide, il apprit que survivre signifiait se contrôler. L'émotion était dangereuse, l'indépendance essentielle. Le silence des dortoirs devint son maître, et il passa le reste de sa vie à tenter de l'étouffer par le rire et les applaudissements. Sous le futur animateur charismatique vivait encore le petit garçon abandonné de Lyon, brillant, blessé et à jamais en quête de l'amour qu'il n'avait jamais reçu. L'ascension d'un génie.
À la fin des années 1940, le garçon qui autrefois tremblait devant les prêtres et la punition avait trouvé son échappatoire. La scène. À seulement 16 ans, Jacques Martin découvrit que le jeu et la performance lui offraient ce que la vie ne lui avait jamais donné, le pouvoir, la maîtrise et l'affection. En 1949, il quitta Lyon pour Paris, une ville encore en reconstruction, après la guerre, mais animée par une effervescence artistique. Là, il étudia le théâtre sous la direction du légendaire Charles Dulin, l'un des plus grands maîtres de l'art dramatique français, qui avait également formé Michel Serrault et Jean-Louis Barrault. Les cours de Dulin étaient exigeants, fondés sur la rigueur et l'émotion, deux forces que Jacques avait passé son enfance à fuir. Mais pour la première fois, cette discipline ne le punissait plus. Elle lui donnait un but. Il vivait pauvrement, survivant grâce au café, aux cigarettes et à ses rêves. Mais il n'avait peur de rien. Il se produisait partout où on voulait bien de lui, dans les cabarets, les cafés, les caves enfumées, où l'air vibrait de rires et d'ambition. Le public remarquait vite qu'il n'était pas seulement drôle. Il était précis, doté d'un sens du rythme et d'une intelligence qui transformait chaque réplique en petite pièce de théâtre. En 1956, sa persévérance porta ses fruits lorsque l'acteur Jean Le Poulain le choisit pour jouer dans La Tour de Nesle, une étape importante vers la scène parisienne. Les années suivantes lui apportèrent sa première véritable reconnaissance. De 1959 à 1962, il rejoignit le Bar Ably, un cabaret satirique à Strasbourg dirigé par Germain Muller. C'est là qu'il rencontra Jean-Yann, un autre jeune artiste au verbe acéré et au goût du scandale. Ensemble, ils créèrent une alchimie unique. Des sketchs mêlant absurdité et critique sociale, ridiculisant politiciens, prêtres et même l'histoire elle-même. Leur humour était si audacieux qu'il en devint dangereux. En 1964, leur émission télévisée 1=3 sur l'ORTF fut arrêtée après un sketch resté célèbre où ils représentaient Napoléon et ses maréchaux en coureurs du Tour de France. C'était absurde, hilarant, mais inacceptable pour la télévision française. Les deux furent renvoyés, mais du jour au lendemain, Jacques Martin devint célèbre. Le scandale ne fit que le renforcer. À la fin des années 1960, il se tourna vers la chanson, se produisant comme chansonnier et assurant même la première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Ses chansons humoristiques, intelligentes, ironiques et théâtrales révélaient déjà l'esprit qui ferait de lui un futur maître du divertissement. Avec Francis Weber, il écrivit la comédie musicale Petit Patapon, créée à Bobino en 1967. L'échec fut total, mais il prouva que la créativité de Martin n'avait pas de limite. En 1975, il se transforma une fois encore, devenant la voix la plus audacieuse de la télévision française. Le Petit Rapporteur, son émission satirique, lui apporta la célébrité nationale. Chaque dimanche, son esprit tranchant perçait les hypocrisies politiques avec une élégance chirurgicale. Pour Jacques Martin, la télévision devint plus qu'un métier, une rédemption. La scène ne le punissait plus. Elle l'aimait en retour. Le roi des dimanches. Au milieu des années 1970, Jacques Martin n'était plus seulement un humoriste. Il était devenu une véritable institution nationale. Lorsque le Petit Rapporteur prit fin en 1976, à la suite de tensions créatives et de pressions politiques, il préparait déjà son prochain coup. Moins d'un an plus tard, il fit son retour sur Antenne 2, devenue plus tard France 2, avec une idée qui allait le définir pour le reste de sa carrière. Une émission dominicale marathon, mêlant humour, culture, musique et variété sous un même nom. Dimanche, Martin. À partir de 1977, les foyers français s'organisèrent autour de son univers. Chaque dimanche, Martin apparaissait en direct du théâtre de l'Empire, où régnait le rire, l'esprit et l'improvisation. Il créa et anima plusieurs programmes sous cette bannière. La Lorgnette, Le monde est à vous, Ainsi fond, et surtout
l'école des fans. Cette dernière devint rapidement un phénomène culturel. Chaque semaine, des enfants venaient chanter pour une vedette invitée, tandis que Martin les guidait avec chaleur et humour bienveillant. Il les taquinait, les réconfortait et terminait toujours par la célèbre phrase « Ils ont tous gagné ». Pour des millions de téléspectateurs, c'était un moment de pureté dans un monde devenu cynique. Mais derrière le charme de ces dimanches après-midi, se cachait un perfectionniste à l'ego fragile. Martin exigeait un contrôle absolu sur ses productions. Il écrivait, réalisait et montait ses émissions avec la précision d'un général en campagne. Les équipes techniques admiraient son talent tout en redoutant ses colères. Il était brillant mais impossible, se souviendra l'actrice Danielle Evenou, l'une de ses anciennes compagnes. Il voulait tout, et quand la vie ne le lui donnait pas, il punissait ceux qui l'entouraient. Dans sa vie privée, les choses étaient tout aussi compliquées. Au fil des années, il eut 8 enfants avec 4 femmes différentes. Annie Lefebvre, Danielle Evenou, Cécilia Siganer-Albeniz et Céline Boisson. Ses amours furent passionnés mais orageux, se terminant souvent dans la rancune. Marion Game, une autre femme de sa vie, le décrira plus tard comme un homme dévoré par ses propres démons. Pourtant, à l'écran, rien de tout cela ne transparaissait. Avec son costume, son sourire et sa voix assurée, Jacques Martin incarnait l'optimisme français. Chaque dimanche, alors que les familles se réunissaient autour du téléviseur, il paraissait intouchable, un homme ayant vaincu la solitude par le rire. Mais ce que le public ignorait, c'est que chaque blague, chaque sourire d'enfant, n'était qu'un fragile rempart contre des décennies de douleur. L'empereur des dimanches commençait déjà à se fissurer. La chute de l'empereur. À la fin des années 1990, l'empire de Jacques Martin commença à se fissurer. Il avait régné sur la télévision dominicale pendant plus de 20 ans, mais le paysage audiovisuel changeait. Les jeunes téléspectateurs préféraient des formats plus rapides, des programmes venus des États-Unis et l'humour plus mordant d'une nouvelle génération. Ces émissions, autrefois révolutionnaires, semblaient désormais vieillies aux yeux des dirigeants de chaîne. En 1998, France 2 l'informa que son dernier programme, Sous vos applaudissements, ne serait pas reconduit pour la saison suivante. Son règne incontesté sur les dimanches après-midi touchait à sa fin. La nouvelle le frappa comme une trahison. Dans ses interviews, il ne cacha pas son amertume. « Ils m'ont abattu comme un chien », déclara-t-il à Le Figaro cet été-là. « Ils ont voulu m'effacer. Ils ont mené une campagne pour liquider Jacques Martin. » Pour un homme qui avait bâti sa vie autour des applaudissements, le silence fut insupportable. Puis le destin s'acharna. Quelques jours seulement après cette annonce, Jacques fut victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Il en sortit partiellement paralysé, incapable de parler distinctement et contraint de se déplacer en fauteuil roulant. Il ne revint jamais à la télévision. Son ami proche, Jean-Claude Brialy, le remplaça pour la dernière émission, s'adressant directement à l'animateur absent. « Jacques, je sais que tu nous regardes. » Ce jour-là, Martin regarda ses propres adieux depuis chez lui. Spectateur silencieux de l'empire qu'il avait bâti. Symboliquement, c'étaient ses funérailles en direct. L'accident marqua le début d'un lent et douloureux déclin. Malgré ses efforts de rééducation, il ne retrouva jamais vraiment ses capacités. Sa voix autrefois puissante devint hésitante, ses gestes maladroits. L'industrie qu'il avait façonnée continua sans lui. Il se retira d'abord dans sa maison de Neuilly-sur-Seine, puis dans une résidence médicalisée à Courbevoie, où seuls quelques fidèles, comme Laurent Ruquier, venaient encore lui rendre visite. Ceux qui l'ont vu durant ces années ont décrit un homme humilié par son état. L'animateur qui se tenait jadis debout devant des millions de spectateurs ne supportait plus d'être vu. Il refusa la charité, les interviews et même les appels de ses anciens collègues. La télévision, qui avait été son royaume, n'était plus qu'un fantôme. Pour la première fois depuis son enfance, Jacques Martin se retrouva impuissant, enfermé dans le silence, attendant une fin qu'il ne pouvait plus écrire.
L'empereur de la télévision française était tombé, non pas dans le scandale ou la disgrâce, mais dans un silence dévastateur, vaincu par le temps, la trahison et un corps qui avait fini par céder. Le dernier été. En 2006, la santé de Jacques Martin atteignit son point le plus critique. Les années de déclin physique qui suivirent son accident vasculaire l'avaient rendu faible, dépendant et replié sur lui-même. Puis vint le diagnostic qu'il redoutait depuis longtemps, un cancer généralisé. La maladie se propagea rapidement, laissant peu d'espoir de guérison. À cette époque, sa relation avec Céline Boisson, la mère de ses 2 plus jeunes enfants, avait pris fin. Elle avait rencontré un autre homme et Jacques se retrouva seul pour affronter son dernier combat. Ses proches diront plus tard que le chagrin lui fit plus mal encore que la maladie. Au début de l'année 2007, il s'installa définitivement à l'hôtel du Palais de Biarritz, un grand hôtel en bord de mer où il avait souvent séjourné durant ses jours heureux. Il disait que sa nouvelle vie l'attendait au bord de la mer, se souviendra plus tard Céline. Il l'avait voulu ainsi. Le personnel l'adorait. Infirmières, serveurs et réceptionnistes le traitaient comme un roi, l'appelant le seigneur de l'hôtel. Pour un homme qui avait vécu de l'admiration des autres, le respect discret d'inconnus devint sa dernière consolation. Ses enfants, Juliette et Clovis, passèrent avec lui ce dernier été. Ils parcouraient des couloirs, regardaient les vagues depuis son balcon et lui tenaient la main tandis qu'il souriait faiblement. Il parlait très peu, racontera Céline. Il souriait, mais la lumière n'y était plus. Sa fille Élise, née de son premier mariage, confiera plus tard à Gala. À la toute fin, il ne voulait plus voir personne. Comme un animal blessé, il s'est caché du monde. Un seul homme insista pour le revoir, son vieil ami Pierre Bonte, qui avait travaillé à ses côtés dans Le Petit Rapporteur. Bonte se rendit à Biarritz en août 2007 sans prévenir. Il était méconnaissable, dira-t-il plus tard, en fauteuil roulant, si maigre, parlant à peine. Il ne voulait pas qu'on le voie ainsi. C'est pour cela qu'il refusait les visites. Il attendait la mort. Le 14 septembre 2007, à l'aube, Jacques Martin s'éteignit dans sa suite, face à l'Atlantique. Il avait 74 ans. L'homme qui incarnait autrefois la joie et le rire quitta le monde dans le silence. Lorsque la nouvelle fut annoncée, les hommages affluèrent de toute la France. Collègues, artistes et responsables politiques le saluèrent comme un esprit libre, un génie du divertissement et un maître du rire. Mais derrière ces éloges se cachait une tristesse muette, celle d'un homme qui avait donné tant de bonheur et qui mourut entouré seulement de souvenirs et du bruit des vagues. Un héritage de rires et de solitude. Lorsque la France apprit la mort de Jacques Martin, ce fut comme si le rideau se refermait sur toute une époque de la télévision. Pour des millions de personnes, il n'était pas seulement un présentateur. Il était le son de leur enfance, le visage des dimanches en famille, l'homme qui faisait rire sans jamais blesser. Sa disparition, le 14 septembre 2007, marqua non seulement la perte d'une star, mais aussi la fin d'un type de télévision qui n'existe plus. Dans les jours qui suivirent, les hommages affluèrent. La ministre de la Culture, Christine Albanel, le décrivit comme un esprit libre, impertinent et d'un immense talent. Ses anciens collaborateurs évoquèrent un homme à la fois exigeant et inspirant. Philippe Bouvard, son camarade des grosses têtes, le qualifia de « véritable artiste complet ». Il savait danser, jouer, chanter, écrire et improviser. Pour les animateurs plus jeunes comme Laurent Ruquier, il représentait bien plus qu'un mentor. Il incarnait la preuve que la télévision pouvait encore avoir une âme. Ses funérailles eurent lieu à la cathédrale Saint-Jean de Lyon, sa ville natale. Ses 8 enfants, David, Élise, Frédéric, Jean-Baptiste, Judith, Jeanne-Marie, Juliette et Clovis, se retrouvèrent réunis pour la première fois, entourés de centaines de personnes venues lui rendre hommage. Parmi elles, Cécilia Sarkozy, Michel Drucker, Daniel Gilbert, Chantal Goya et le chef Paul Bocuse. Après la cérémonie, son cercueil fut inhumé au cimetière de la Guillotière, auprès de ses parents, ceux qui avaient façonné ses premières blessures. Dans les années suivantes,
Son fils aîné, David Martin, révéla que son père avait laissé un testament soigneusement préparé. Chacun de ses 8 enfants reçut une part égale, environ 300 000 €. Ce n'était pas une fortune, expliqua David, mais c'était juste. Il ne voulait ni dispute, ni rancune. C'était sa façon de préserver la paix. Même dans la mort, Jacques Martin cherchait le contrôle. L'ordre là où sa vie avait souvent été chaos. Pourtant, ce qui demeure, ce n'est ni l'argent, ni la célébrité, mais la mémoire. Les extraits de l'École des fans continuent de circuler en ligne et des générations qui ne l'ont jamais vu à l'écran reconnaissent encore sa chaleur, son humour et cette lueur unique dans son regard. Mais son plus grand héritage réside peut-être dans la contradiction qu'il incarnait. Un homme qui apportait la joie à des millions de gens sans jamais trouver la sienne. Son rire emplissait la France, mais le silence emplissait son cœur. L'histoire de Jacques Martin nous rappelle que même les légendes peuvent être seules. Il offrit au pays le rire, mais derrière le rideau, il portait une douleur invisible. La vie de Jacques Martin fut une leçon de génie et de fragilité. La preuve que même ceux qui semblent invincibles peuvent s'éteindre doucement, en quête de paix. Il disait un jour que la télévision était un miroir tendu vers la vie. Si cela est vrai, alors son reflet fut à la fois éblouissant et déchirant, celui d'un homme adoré par des millions, mais hanté par ses propres fantômes. Aujourd'hui encore, on se souvient de lui. Non pour la façon dont il est mort, mais pour la manière dont il faisait sentir aux autres qu'ils existaient, qu'ils comptaient. Et vous, pensez-vous qu'une personne qui apporte le bonheur aux autres puisse vraiment trouver le sien? Dites-le nous dans les commentaires, et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires méconnues derrière les vies célèbres, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.